Bonjour, cette vidéo est un enregistrement d'un atelier PNL un peu particulier et c'est pour ça que cette introduction me paraît nécessaire. Si vous me connaissez, vous savez sans doute que je suis passionné par le processus à la base de la PNL qui est la modélisation. J'étudie la modélisation depuis plus de 2 décennies et j'ambitionne de partager mon expérience au sein de la communauté PNL, mais également à destination des coachs, des thérapeutes et des particuliers qui désirent simplement reprendre le contrôle de leur vie. Cet atelier vous présente une forme particulière de modélisation que j'appelle la modélisation abstraite. Il s'agit d'identifier la structure d'un terme abstrait qui représente un comportement, une compétence. Dans le cas de cet atelier, j'ai choisi les bonnes résolutions de début d'année. Nous avons toutes et tous une certaine compréhension de ce que sont ces bonnes résolutions des débuts d'année. Nous le savons par expérience et nous avons même des jugements sur ce type d'expérience. Pour certains, c'est convenu, c'est artificiel et ça ne mène jamais à rien. Pour d'autres, c'est l'occasion de réfléchir à sa vie, à ce que nous voulons faire, à ce que nous voulons améliorer. C'est donc à la fois une réflexion sur ce que nous vivons et une définition de ce vers quoi nous voulons aller. Quel que soit votre jugement sur cette expérience que sont les bonnes résolutions de début d'année, une seule chose justifie d'en faire l'objet d'une modélisation abstraite. C'est avoir l'intention de vous emparer de l'expérience et d'en faire quelque chose d'utile pour vous. Car si c'est une activité qui ne vous a jamais apporté quoi que ce soit, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Il est dès lors intéressant de nous intéresser à la structure qui sous-tend cette expérience des bonnes résolutions de début d'année. Et ainsi, nous pouvons en retirer les leviers que nous allons pouvoir actionner pour nous aider à avancer et progresser dans notre vie. C'est le cœur de la modélisation abstraite et de la modélisation en général d'ailleurs. C'est identifier les éléments qui composent une expérience, une compétence donnée, de manière à sortir des pensées automatiques sur ces comportements, sur ces compétences. Une remarque tout de même, cet atelier n'est pas une démonstration, c'est une expérience. Les participants ont contribué à cette modélisation de manière totalement spontanée et vous verrez que cela apporte des résultats très intéressants qui peut-être vous aideront dans vos propres expériences. Mais trêve de bavardage, je vous invite à visionner l'atelier et nous nous retrouvons brièvement pour une petite conclusion. Bon visionnage. Tout le monde et c'est un grand plaisir de recommencer, de reprendre le colis. J'étais fort occupé pendant les fêtes, étonnamment. Et justement, comme j'avais lancé la question de ces bonnes résolutions de début d'année, je trouvais que c'était un bon prétexte, un bon thème pour réfléchir, justement, nous qui sommes en tant que PNL si fiers de pouvoir définir des objectifs de manière fabuleuse. Alors justement, est-ce qu'on est dans le même registre que celui des objectifs qu'on fixe sur un plan PNL ou c'est autre chose? Et ce que je vous propose de faire, et j'avais noté 2 chiffres que j'avais vus dans la presse partir ce matin, je crois, où c'est qu'en fin de compte, 80% des gens abandonnent leur bonne résolution le 12 janvier et seulement 8% parviennent à respecter leurs engagements pris en début d'année. Je trouvais que les chiffres étaient assez étonnants. Je dois juste préciser que cette étude s'est intéressée essentiellement aux bonnes résolutions sur un terme alimentaire, donc sur le plan du régime, perte de poids et des choses pareilles. Bon, malgré tout, je pense qu'on peut généraliser facilement ces chiffres-là. Donc, ça veut dire qu'il y a manifestement des questions pertinentes à se poser. Et ce que je voulais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est de travailler en 2 ou 3 parties, mais de commencer pour travailler avec quelque chose de peut-être un peu de concret, de prendre ici, là, 5 minutes pour, si vous avez déjà pris des bonnes résolutions, de les prendre note, en tout cas qu'on puisse en partager. Hein, si c'est trop confidentiel, vous les gardez pour vous. Mais si vous avez 1 ou 2 bonnes résolutions qui pourraient servir de matériel pour travailler, ce serait bien. Alors, soit vous les connaissez déjà parce que vous les avez déjà abandonnées, soit vous les avez encore à l'agenda, à vous de voir. Mais ce que je vous propose, c'est de la noter. C'est pour éviter que vous en changiez au fur et à mesure qu'on va parler, hein, bien sûr. Donc, bon, moi j'en avais plusieurs. Je vais quand même les noter. Euh,
On va s'intéresser aussi à la formulation. Donc, ou si vous n'en avez pas pour cette année, vous pouvez en prendre une de l'année passée. On peut recycler. Il n'y a pas de petite économie. Tout le monde là, même Ingrid qui n'a pas son écran. OK. Alors, maintenant qu'on a ça et qu'on va garder un tout petit peu en réserve pour nos échanges éventuels, je propose un premier tour de table ou un tour d'écran, c'est comme vous voulez, pour donner s'il y avait un ou deux éléments qui vous paraissent significatifs, et on va les explorer plus avant, un peu plus tard, mais déjà, avec votre casquette de pénéliste quand même un tout petit peu, qu'est-ce que ça représente ou qu'est-ce que ça ne représente pas que ces fameuses bonnes résolutions. Est-ce qu'il faut ajouter bonnes d'ailleurs? Est-ce qu'on peut prendre des mauvaises résolutions de début d'année? Je ne crois pas, on doit être de l'ordre du pléonasme probablement. Donc ces résolutions de début d'année, avec la casquette de pénaliste, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qui vous vient? On va mettre de l'ordre un peu après, hein, mais pour le moment. Quelque chose de concret. Ouais. Les objectifs. Objectif, ouais. Concret, objectif. Qu'est-ce qui vous vient? L'essentiel, c'est l'écologie. Écologie? C'est ça que tu as dit? Oui. Écologie. Ouais. Et ça va être difficile parce qu'il pleut tellement qu'il va falloir que je force ma voix. Ah bon? Qu'est-ce qui vous vient quand quelqu'un vous dit j'ai pris des bonnes résolutions? Date. Oui, date. C'est ce que, oui. Le planifier, quoi. Allez, chacun en trouve au moins un. Hein. Stratégie. Stratégie? Yes, je vois. Le degré d'implication? Élément déclencheur, un changement ou une prise de résolution n'est pas pour moi un élément déclencheur, un changement. Le début d'année n'est pas pour moi, pour Christophe. Je ne sais pas si Christophe, tu as un micro ou pas, mais Oui, il y a un micro. je préfère qu'on le dise oralement, sinon je ne vais pas savoir suivre au niveau des écrans. Donc pour toi, ce n'est pas, pas un déclencheur de bonne résolution. C'est ça que tu as dit, hein, c'est ça? Non, c'est ça. Ça ne le fait pas, comme on dit. OK. Nos critères, nos valeurs, Qu'est-ce que tu veux dire par là? est-ce que nos bonnes résolutions correspondent à nos valeurs et nos critères? L'objectif de l'objectif. Ouh là là, on va dire directement plus loin. Là, tu travailles sur 2 ans, là, non? Moi, j'aime bien travailler, si on réfléchit en termes même de stratégie au sens PNL, c'est de m'interroger, tiens, pourquoi ça commence? C'est quoi le déclencheur? Bon, le déclencheur, c'est le début d'année, je pense qu'on est d'accord. Mais ce n'est pas que le début d'année. La preuve, pour Christophe, le début d'année, ce n'est pas un déclencheur suffisant. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour déclencher ce processus de bonne résolution? D'avoir fait un bilan déjà? Un bilan. Et c'est la seule condition, tu trouves? D'avoir identifié, une carence ou un manque? Un besoin? Ouais, Oui. parce que si le bilan est sacrément positif, est-ce que c'est possible de prendre une bonne résolution? Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Et explique. Ah. Mon entreprise, elle marche bien. J'ai un business qui marche bien. Globalement, ça me rapporte de l'argent. Pas assez, mais je travaille trop.
Mais c'est bien parce que ça marche bien que je prends la résolution de faire en sorte que ça marche mieux. Et tu dis bien mieux, c'est-à-dire que tu fais une distinction avec une différence quand même. Ben oui, mais c'est pas parce que je suis insatisfait, c'est parce que je suis content. Je suis content, je me dis, ouais, la terre entière mériterait de bénéficier de ma très modeste, de mon modeste génie. Et il faut absolument que je le mette en forme pour pouvoir créer des cohortes, des légions, qu'est-ce que je dis, des forces intergalactiques de praticiens. Mais donc, tu es quand même d'accord que c'est pour aller vers un mieux, enfin, si j'ai bien compris, quand même. Alors, en général, ouais, si on va vers un moins bien, c'est que, C'est à pas une mon bonne. avis, on est un peu, enfin, ouais, on a envie de se faire bobo la tête, hein. Bon, je vous fais un delta, c'est pas un virus, hein, c'est juste un signe grec qui veut dire la différence. Et c'est pas un petit rond, donc on s'en fiche. Bon, on est quand même d'accord, effectivement, qu'il faut un bilan, soit une carence, soit une volonté d'améliorer quelque chose, oui, ou d'aller vers un mieux, parce que sinon, ce n'est pas une bonne résolution. Et je me souviens de quelqu'un qui était dans un conflit très, très dur avec ses grands-parents, et il m'avait avoué avoir envoyé des vœux de mauvaises années, pour vous dire que ça arrive. Bref, donc on a ça comme déclencheur. Il y a effectivement dans la notion de bilan, ce que j'entends, enfin, moi, c'est que j'entends, c'est qu'il y a une évaluation, donc il y a une certaine position méta qui s'est prise pour pouvoir évaluer, ou sinon on est le nez sur le guidon. Alors, qu'est-ce qui fait, gardons-en là pour le moment, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à les tenir? Que tant de résolutions ne sont pas réalisées? L'écologie de Damien était bien trouvée, à mon sens, Tu veux là-dessus. dire? Tu veux dire? Eh bien, si je ne tiens pas ma résolution, c'est que j'avais un avantage dans la situation actuelle. Ah oui, ça c'est l'écologie. D'accord. Et c'est le cas dans toutes les Ou un mauvaises années. inconvénient dans la situation future. Mais si je les ai pas, si je les ai pas bien déterminés au départ, que je les ai pas pris en compte, ça risque de m'arrêter. Avantage secondaire, c'est ça, ce qu'on appelle, comment est-ce Ah, qu'on dit ça? peut-être, oui. Oui. Oui, pour dire les choses simplement, il y a peut-être un problème d'homéostasie quelque part. On voit qu'il est 6 heures du matin. Il est frais, Damien, il est frais. Non, mais Mais souvent, oui, les systèmes, ils veulent revenir à l'équilibre, quoi. On est vachement résilient et puis la résilience, c'est quoi ce qui nous empêche d'avancer, hein. inertie, c'est Ouais, ça? ouais. Forcément, moi, ça m'interroge sur la motivation au changement, du coup. Et donc, du coup, le déclencheur, toujours par rapport à la date. Est-ce que c'est en lien avec la société ou est-ce que c'est en lien avec autre chose? Ça, tu parles pour la date, hein, c'est ça, hein? Oui, mais le fait de ne pas tenir justement la Ah, résolution, qu'est-ce qui nous a poussé à prendre cette date du début d'année pour avoir la motivation? C'est une bonne excuse. sans doute parce qu'on a trop mangé au Nouvel An et qu'on culpabilise à mort, non? Moi, je dirais plutôt une mauvaise définition de l'objectif. C'est pour ça qu'on ne les tient pas. On est trop vague. Christophe, est-ce que j'ai bien compris qu'en fait, à la limite, ce serait comme une date imposée, ce qui justifie le fait qu'on ne tienne pas, quoi. C'est ça? Eh ben, pour certaines personnes, je pense que ça peut complètement être ça. C'est que j'essaie de me donner une bonne conscience parce que je suis dans une société et qu'il est de bon ton par exemple, de souhaiter les vœux, il est de bon ton de prendre des bonnes résolutions. Donc, j'appartiens à cette société, je me dois de faire pareil. Pour certaines personnes, je pense que ça peut être ça. Et moi, je rejoins un petit peu, Christophe, c'est qu'il y a une histoire de pensée magique. La,
l'année, pourquoi elle changerait? Enfin, moi, je vais prendre mon point de vue. Vous, vous êtes aux antipodes. Alors, pour vous, l'année, elle va commencer. C'est-à-dire que vous êtes en plein hiver et dans 3 mois, ça va bourgeonner, la nature va exploser et tout. Moi, je suis au bon endroit de la planète. En fait, il fait chaud, il pleut. Et la seule chose qu'on aimerait, c'est qu'il arrête de faire chaud et de pleuvoir. Mais quand on sera en hiver, il fera au moins 20 degrés et la nature va ralentir sérieusement. Pour vous, ça sera les moissons c'est quoi, en quelle, dans 6 mois, 7 mois? Pour Moi, vous, c'est 7 mois. Oui. ça sera les moissons dans 7 mois. Donc, vous êtes sur un cycle qui va aller croissant. Pour nous, qui sommes vraiment au bon endroit de la planète, le cycle il va être décroissant parce qu'on va avoir des incendies dans 7 ou 8 mois parce que ça sera l'hiver et qu'il fera sec, ça va commencer, et l'année, elle va commencer à être ruinée. N'empêche qu'il y a Noël, il y a Nouvel An, il y a tout ça. Et alors, il y a une croyance populaire qui voudrait qu'il y aurait un nouveau cycle. Et on voit d'ailleurs des posts dans Facebook qui disent ah, vivement que l'année de merde soit partie au diable 2021 avec son Covid et tout. Et puis, on aura un 2022 qui sera radieux, il n'y aura plus de Covid, on sera libre, on sera riche, on sera. Et ça, c'est de la pensée magique. Et si on a une date qui est imposée comme ça par je ne sais quelle croyance, à mon avis, l'analyse méta qu'on peut avoir sur le bilan, sur ce qu'on a fait, elle est complètement foirée. Comment est-ce qu'on peut prendre une résolution au moment même où on va commencer à tirer un bilan sur son année? Par exemple, moi, comptablement, mon année, elle vient de se finir. Donc, je viens de m'apercevoir que j'ai fait 18 millions. Ouais, je suis content. Non, j'ai fait 16. Je suis content, mais il manque 2 millions. Enfin, ce n'est pas des euros, hein, c'est des francs CFP. Mais est-ce que je vais prendre ma résolution maintenant ou est-ce que je vais commencer à réfléchir? Si je prends ma résolution maintenant, je ne vais jamais la tenir. Donc, il y a l'histoire de la pensée magique. Et cette pensée magique, à mon avis, elle vient complètement zapper un certain nombre de réflexions qu'on peut avoir. Par exemple, je vais prendre quelque chose de bien terre à terre. Tu as bouffé comme un chancre à Noël, à Nouvel An, tu as pris 15 kilos et tu te dis, décision de Nouvel An, paf, je vais maigrir. Je serai super beau et super jeune et je vais de nouveau avoir 25 ans et peser 72 kilos. Mais il n'y a pas d'analyse derrière. Donc la date, elle, ne, elle vient bloquer le cerveau, elle vient stériliser la pensée. À mon avis, ça peut faire que planter les choses. Bah, sauf si tu planifies, c'est-à-dire tu prends une bonne résolution aujourd'hui et tu la planifies pour démarrer à telle date avec des étapes, etc. C'est juste un point de départ Mais pour prendre des décisions. Ce que je veux dire, c'est que si tu prends ta résolution maintenant, ça veut dire que la réflexion, elle a commencé il y a 6 mois, enfin il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a je ne sais pas, mais elle a commencé avant. Tout dépend si la résolution, c'est de planifier ou si c'est de commencer. Ouais, je suis d'accord. Il y a des choses, effectivement, ouais, qu'on ne peut pas commencer tout de suite. Je trouve que cette notion de rythme de saison est très amusante avec quelqu'un en Nouvelle-Calédonie. Ça nous recadre un tout petit peu. Sinon, moi, je trouvais que l'hiver, pour décider pour l'année, c'était bien. Mais c'est vrai que de ton côté, c'est un peu moins confortable. Je voudrais qu'on revienne sur la notion d'objectif. Est-ce qu'une bonne résolution, c'est équivalent ou ça peut être traduit sous forme d'un objectif? Au sens PNL du terme, hein, de définition d'un bon objectif pour vous. Ah ben oui, tout à fait. Pour moi, en tout cas. C'est qui a dit ça? C'est Ingrid, ça? Ingrid, qui est toujours dans le noir, je suppose. Ouais. Moi, j'ai abandonné parce que sinon, je ne vous suis plus. D'accord. Mais pour Ingrid, oui. Pour les autres? La question, c'est est-ce que c'est la même chose? Ouais. Est-ce qu'on gagnerait à traduire les bonnes résolutions en termes d'objectifs au sens défini par la PNL, c'est-à-dire contrôlable, sous contrôle, etc., etc., quoi. Déjà, moi, il y a un truc que je pense, c'est que oui, on devrait le définir en tant qu'objectif parce que l'écologie, parce que le temps, parce que la capacité à faire la première action. Mais aussi, il y a d'autres trucs qu'on peut faire. On peut avoir une stratégie un petit peu d'élaboration de cette résolution. On pourrait très bien imaginer qu'on fait un petit coup de Walt Disney là, sur quelques semaines ou au moins quelques semaines. Et puis que ce petit protocole de Walt Disney nous permette d'affiner l'objectif. Et qu'effectivement, ça soit quelque chose de concret, d'atteignable, où on puisse avoir un résultat qui marche. Ouais. Merci pour l'idée.
C'est pas grave. Bon, on va terminer ça sur cette bonne idée. Euh, Tout le monde est d'accord avec la notion d'objet? Parce qu'en fait, ce que tu as dit là maintenant, Damien, la stratégie Walt Disney, c'est pour définir, on va dire, un projet ou quelque chose pareil. C'est pas encore vraiment l'objectif précis au sens où on l'enseigne dans les bases. Ça Alors, peut. perso, c'est ce que je fais. D'accord. C'est le moyen pour y arriver. Mais effectivement, la bonne résolution au départ, c'est est-ce que c'est réellement un objectif? On ne prend pas des bonnes résolutions pour se donner bonne conscience. Parce que quand on prend un objectif, alors que ce soit au Nouvel An ou n'importe quand, si on ne le met pas en place de façon structurée, organisée et que les méthodes des petits pas, enfin tout ce qui va bien dans ce domaine-là, il y en a pas mal qui aboutissent pas parce que justement, ils sont pas structurés, planifiés, organisés. Voilà. Ouais. J'aime bien que tu as utilisé cette expression des petits pas. En fait, quand j'y ai réfléchi en préparant cet atelier, mais même avant, j'ai été marqué l'année dernière, j'ai lu, je vois que je vais accueillir quelqu'un qui a pris des bonnes résolutions, on ne va pas détruire ça tout de suite, que j'ai lu avec beaucoup d'attention le livre de James Clear, je ne sais pas si vous connaissez, Atomic Habits ou Habitudes atomiques, je ne sais pas si c'est traduit en français d'ailleurs. Et il a un propos qui je trouvais en pleine résonance avec cette notion de bonne résolution, où il fait une distinction très claire entre un objectif qui est ponctuel, donc je veux atteindre un chiffre d'affaires ou je veux réaliser ceci ou construire cette maison, n'importe quoi, qui est un objectif ponctuel. Et le fait de l'atteindre va peut-être me faire plaisir, de ne pas l'atteindre va me faire déplaisir, mais ne va pas avoir d'effet sur mon identité parce que c'est trop ponctuel. Et lui insiste sur le fait que ces habitudes, ces fameux petits pas, qu'on retrouve aussi dans le bouquin Tiny Habits, etc., par le fait que ce sont des actions plus petite échelle et la plupart du temps répétitives, des habitudes, pour le dire autrement, travaillent beaucoup plus sur la notion d'identité que sur simplement le fait d'agir et d'obtenir un changement dans l'environnement à travers mon comportement. C'est-à-dire, en fait, un projet avec un objectif bien défini. C'est pour ça que je reposais la question de cet objectif. Si l'objectif est vu comme quelque chose de ponctuel, et c'est possible de me mettre comme bonne résolution, l'année prochaine, j'achèterai une maison, je saurai comment, quand j'aurai acheté la maison. Ça m'a l'air d'être une bonne résolution qui se traduit en forme d'objectif. Mais la plupart du temps, quand je regarde mes bonnes résolutions les années antérieures, etc., c'était beaucoup plus, c'est comme on dit tout le temps, faire plus de sport, manger plus sainement, aller dormir plus tôt, passer plus de temps avec mes enfants, enfin des choses pareilles. Passer plus de temps avec mes enfants, on peut traduire ça en objectif, mais un objectif récurrent, récursif qui va se passer tous les jours, ça veut dire minimum 1 heure tous les soirs, par exemple. Mais ce n'est pas un objectif au sens ponctuel du terme. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a une différenciation là entre l'intention et l'objectif, c'est-à-dire que, enfin pour moi, il y a une intention particulière qui est nourrie par des objectifs. Et en fait, c'est les petits, il n'y a pas de petits, mais les différents objectifs qui vont nourrir l'intention. Qu'est-ce que tu entends par intention pour qu'on comprenne? Par exemple, tu disais de passer plus de temps. Pour moi, passer plus de temps avec mes enfants, ce n'est pas forcément un objectif, c'est une intention. Quels seront les objectifs pour passer plus de temps avec mes enfants? C'est par exemple prendre 1 heure tous les soirs avec eux pour échanger sur un domaine. Passer 2 heures le week-end pour aller faire du sport avec eux ou une visite d'expo, un truc comme ça. Et intention, pour toi, c'est l'équivalence concrète d'une valeur? Oui, d'un cheminement, d'une voie, peut-être d'un méga objectif, je ne sais pas. C'est quoi une intention en PNL? Je pose la question à tout le monde parce que ça m'intéresse. Moi, c'est le vœu. L'objectif, c'est plus précis et plus actionnable. L'intention, c'est le vœu.
plus global. C'est un peu la vision, oui, c'est le. Est-ce que ça pourrait être... Ouais. Est-ce que c'est pas l'effet dans le score? Ouais, ça peut, ouais. Moi, j'aurais peut-être mis ça dans l'écologie parce que j'ai envie de passer, voilà, c'est important pour moi de passer du temps avec ma famille. Donc, une équivalence concrète d'une valeur pour toi. Ouais. Ben, l'intention, c'est pas plutôt le truc, la flèche qu'il y a entre l'état non désiré et l'état désiré? Ouais. Un joli Dans vecteur. l'histoire, c'est la flèche aussi hein, qui va vers le futur. Hein. Ben, c'est une des Tout à flèches. fait, ouais. Par exemple, si on dit je veux faire plus de sport, est-ce que c'est derrière ça l'intention, c'est être en meilleure santé, par exemple? Ou est-ce que faire plus de sport est déjà une intention suffisante? Pour moi, l'intention, ça relève du moyen qu'on met en œuvre. J'ai l'intention de faire ceci, j'ai l'intention de faire ceci, cela. J'ai le but d'être beau, svelte. Ok. J'ai l'intention de faire du sport pour y parvenir. Oui, j'allais dire, moi, c'est plus le but, l'intention. Le but en faisant la distinction avec objectif. Oui. Ouais. Pinaille, hein, mais pour moi, c'est important de travailler justement sur se questionner sur les termes. Si je regardais en préparant l'atelier et j'entendais comme explication sur le fait qu'on n'atteignait pas, enfin qu'on n'accomplissait pas ces fameuses bonnes résolutions, c'était simplement parce que justement cette intention était une intention tellement idéalisée que, en fin de compte, dès qu'on va la mettre en œuvre, elle sera forcément imparfaite, elle sera forcément insuffisante, ou bien il suffira oh, je vais faire du sport tous les matins, puis le premier matin où je ne le fais pas, tout d'un coup, le fameux rêve, cette intention, si elle était un peu éthérée, devient tout d'un coup beaucoup moins jolie, beaucoup moins attractive. Et à ce moment-là, je trouve un autre prétexte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dès que je me rends compte que dans la réalité, le rêve ne va pas se réaliser, dès que je fais un vœu, enfin une bonne résolution dans le sens tellement idéalisé qu'en fin de compte, à la première occasion, et même, parfois, je ne vais même pas commencer, par peur d'entacher le rêve quelque part. Donc, il y a ce critère, on parlait d'intention, donc j'ajoute là maintenant peut-être une qualité ou une sous-modalité à l'intention. Si l'intention est trop idéale, idéalisée, rêvée ou idyllique, ça m'a l'air d'être une bonne formule pour rater le coup, quoi. Non? Ça vous parle ou... Pour moi, la résolution, je voyais ça quelque chose un peu, je sais pas comment l'exprimer, poétique, quelque chose de l'ordre de la poésie, voilà, de très idéalisé, de très, voilà. Et pour moi, c'est pas la même chose qu'un objectif, effectivement. Je vais poser la question encore autrement. Est-ce que on a pu trouver plein d'explications, myostasie, écologie, avantages, bénéfices secondaires, trop idéalisé, pas assez, enfin tout ce qu'on veut. Si maintenant je voulais prendre ce concept abstrait qui s'appelle bonne résolution et que je voulais en faire un outil, un moyen pour arriver à quelque chose, quelle que soit la signification que ça a pour moi, et même je dirais quelle signification j'ai envie de lui donner pour que cette bonne résolution soit un moteur pour me faire des choses que j'ai envie d'atteindre, bien sûr. Les autres, on les garde pour ailleurs. Si une bonne résolution était cette chose floue qui me permet d'atteindre, ah ben voilà que Michel est arrivé, je ne t'avais pas vu, je t'ai fait rentrer, mais je ne t'avais pas vu. Bonjour, tu avais dit que tu ne savais pas venir, hein, c'est pas bien ça. Hein. Donc, je répète ma question. Si cette chose abstraite, sans chercher à la définir, à l'intérieur, était quelque chose qu'on pourrait appeler un moteur pour une amélioration, un moteur pour un changement positif, qu'est-ce que je devrais y mettre? Qu'est-ce que je récupérerais dans ce que je crois que j'en sais ou dans mon interprétation?
Comme par exemple, on a parlé de la date. Je suis entièrement d'accord qu'effectivement, dans l'autre hémisphère, en plein été, comme ça, faire des bonnes résolutions. L'hiver, c'est plutôt je me replie sur moi et je rebondis sur quelque chose qui va éclore au printemps, etc. Donc, ça a un peu plus de sens sur un plan métaphorique. Mais est-ce que pour cela, je ne pourrais pas m'offrir cette date conventionnelle, complètement, je dirais, convenue et peut-être avec une dimension magique, pour en faire quelque chose sur lequel je vais rebondir, que je vais utiliser véritablement. Donc, comment ne pas regarder les côtés négatifs de tout ça, mais regarder les côtés positifs pour en faire quelque chose qui me permet de rebondir. Je ne sais pas si c'était clair, mais ce serait quoi? Michel, on ne t'a pas encore entendu. J'ai pas voulu te couper. Je vous interrompre. Ton son n'est pas terrible. Hein. Ouais. Parlez un peu plus près peut-être, je ne sais pas. Bon, le micro est ouvert à tout le monde, hein. Allez-y. Hein. Pour enclencher, pour amorcer la pompe, moi je dirais justement cette notion de date complètement artificielle qui n'existe pas sur la montre de Damien, je peux quand même décider que ça sera un déclencheur de quelque chose. Je dis, je l'utilise comme déclencheur. En fait, ça veut dire que la date, c'est un truc en question, hein, elle sépare deux périodes. Des périodes qui sont d'une durée, on va dire, arbitraire, hein, d'1 an. C'est-à-dire que si jamais j'accueille la personne et qu'elle a une résolution, le risque pour moi en tant que praticien, ça va être de focaliser sur la date au lieu de m'intéresser à ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces dates, hein, ces fameux fond-figures. Et derrière, il y a quand même les deux périodes qui sont longues. Pourquoi ces périodes-là? Donc, il y a une histoire de bilan. Et ce qui a d'importance selon moi, c'est d'aller chercher le besoin qui est derrière la demande, puisqu'il y a une résolution, il y a une demande qui est clairement expliquée avec un moyen qui est mis en œuvre. Hein, je veux perdre du poids, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais c'est quoi le besoin qui est derrière? Et le besoin, en fait, à mon avis, si je reste sur mon idée qu'il y a une pensée magique à propos de cette date, ben la date, elle vient tous les ans, quoi, une certaine périodicité. Donc, je pense qu'il y a une unité de temps à aller regarder devant, derrière, et essayer de comprendre quel est le besoin satisfait ou non satisfait sur les unités de temps et quelle est l'évolution sur ces unités de temps, ben, qui sont en principe des années, quelle est la vision que la personne a d'elle-même. Donc là, il va y avoir quelque chose du niveau identitaire à prendre en compte par gros paquets de temps, des paquets qui sont en années. Et je pense qu'il faut arrêter de regarder le doigt et il faut regarder un peu la lune qu'il y a derrière. Ça, c'est ce que je pense. Ce n'est pas très structuré, mais c'est ce que je pense. Droit de réponse de la défense. Je ne sais pas qui parle, mais c'est pas grave. Je vois qu'Angélique est d'accord avec toi, hein, mais... Moi, j'étais plutôt partie dans le sens contraire. Enfin, si j'ai bien compris ta question, ce serait plutôt qu'une résolution, une intention était plutôt dans mon système de croyance sur ce que j'aimerais être dans le futur ou ce que je me sens capable de faire. Et que pour pouvoir arriver à un objectif, il faut plutôt descendre dans les niveaux logiques et puis arriver plutôt dans du concret, dans des stratégies et dans des actions. Mmh. Moi, plutôt que de monter, moi, je voyais plutôt dans le sens inverse. Moi, je m'étais dit une résolution, une intention plutôt au niveau croyance, valeur. Et voilà, on descendrait plutôt dans les niveaux logiques que pour les rendre concrètes. En fait, je suis d'accord que pour l'opérationnalisation, dans un deuxième temps, il faudra descendre dans les niveaux logiques. Ma réflexion, elle se situe sur le fait que, à mon avis, quand il y a une résolution, la résolution, c'est un petit peu l'outil qu'on imagine pour résoudre un problème.
c'est je veux un PC plus puissant. Pourquoi? Ben, parce que je veux aller plus vite. Mais en fait, pourquoi je veux un PC plus puissant? Ben, c'est parce que j'arrive pas à faire mes calculs, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela. Et le besoin, c'est pas d'avoir un PC plus puissant. Le besoin, c'est de réussir à faire des calculs en temps et en heure. Ça, pour moi, c'est la différence besoin, demande. Pour moi, oui, faudra descendre dans les niveaux logiques dans un deuxième temps. Et je crois néanmoins que dans un premier temps, la résolution, elle se situe un petit peu au niveau de je veux faire un PC plus puissant, je veux avoir un PC plus puissant. Elle se situe au niveau de la demande et je pense que l'analyse de la demande pour identifier le besoin sous-jacent doit être un petit peu différent de ce qu'on peut avoir d'habitude. Et je pense qu'il faut d'abord monter pour aller chercher la demande. En fait, il ne faut pas monter, il faut être pervasive, toutes les directions. Et, comment ça se traduit pervasive en français, Christian? Tu sais? Diffusant. Bon, ok, ouais, diffusant. Allez, que ça aille dans tous les sens. C'est un truc, je sais pas, ça se traduit pas en français, ce machin-là. Et donc, il faut monter, il faut descendre, il faut aller dans toutes les directions d'investigation. Mais à mon avis, cette histoire de fenêtre qu'il faut déplacer, on va la déplacer également quand on va descendre dans les niveaux logiques. En particulier, quand on va aller regarder dans le futur, il va effectivement falloir faire quelque chose. Mais en arrière, je crois qu'il faut monter parce que c'est pour mettre de la cohérence au projet. Souvent, il y a un problème d'écologie. S'il y a un problème d'écologie, c'est parce que souvent, les moyens et les objectifs ne sont pas forcément bien en adéquation et les moyens mobilisés avec les possibilités qu'on a et les coûts induits qu'on peut avoir ne sont pas bien équilibrés. Donc, il faut aller chercher un petit peu, pour moi, il faut aller chercher dans le besoin, dans les moyens, il faut aller creuser pas mal. Je trouve intéressant la descente des niveaux logiques. Moi, je le voyais plutôt dans le sens, je pense que Olivier l'avait souligné avec la notion d'intention qui était quand même plus ouverte. On a parlé du but aussi. Et moi, j'aime bien d'imaginer cette intention, peut-être quelque chose de peu concret ou pas. Je vais faire plus de sport, c'est-à-dire c'est absolument flou, que je vais traduire par une équivalence concrète. Et là, je vais redescendre avec une échelle, peut-être un métaprogramme beaucoup plus étroit à travers l'échelle du temps en disant, ça veut dire tous les jours ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Donc, je vais redescendre dans une équivalence concrète. Après, je vais vérifier si j'ai les moyens de ma politique, à savoir si j'ai vraiment cette demi-heure ou ces 3/4 d'heure, etc. Ça, c'est une chose. Donc, je descends dans le concret. Et alors, après, tout ce que tu as dit, moi, je suis entièrement d'accord. En fait, et pourquoi je ne le fais pas alors que j'ai envie? Mais probablement que, justement, il y a un problème en termes, justement, d'écologie parce que je n'ai pas les moyens en temps, je n'ai pas les moyens en ressources, des choses pareilles, ou j'ai mal traduit. En fait, ce n'est pas faire de sport, c'est peut-être manger plus sainement, enfin, ou peut-être les deux, d'ailleurs. Donc, ça, je dirais effectivement, l'écologie me paraît une vérification importante à faire, mais sur base du binôme intention, flou, but, avec l'équivalence concrète. Et concrètement, être en meilleure santé, pour moi, ça veut dire faire du sport 2 fois par semaine, par exemple. Et puis après, on dit, oui, mais tu as vu ce que tu bouffes? Peut-être que si tu mettais un autre objectif, on s'en sortirait mieux. On va repartir sur une équivalence concrète qui est plus respectueuse peut-être d'une certaine écologie à un certain moyen. Et justement, en parlant des moyens, c'est plus dans tes moyens parce que ta journée est tellement bourrée, overbookée, qu'en fin de compte, faire attention à ce que tu manges est plus facile pour toi que d'aller faire la demi-heure de route pour aller à la salle de sport, la demi-heure de route après, etc. Et en plus, tu vas terminer par boire une bonne pinte au bar et tu ne vas rien gagner, en fait. Donc, pour moi, je vois cette notion cette notion d'équivalence concrète entre la bonne résolution, effectivement, tant qu'elle reste à ce niveau-là, on est dans les 80% qui vont l'abandonner. Si je redescends à un niveau concret, c'est-à-dire OK, tous les matins, ou le matin, ou à 4 heures, ou à 16 heures, n'importe, ou simplement manger, faire attention, etc. Et là, je vais définir une stratégie peut-être plus régulière. Et là, je reviens sur la notion d'habitude. Et ce qui me paraît aussi important, c'est effectivement de voir, et là, je trouve que c'est la notion de moyen
est à voir au sens large, c'est-à-dire que c'est faisable en temps, en énergie, et dans tout ce qui est la littérature au niveau des habitudes, ils ont un propos qui, pour moi, je trouve assez choquant, c'est que pour mettre en place, et ici on parle d'habitude, puisqu'on parle d'une équivalence concrète à un niveau très restreint, pour mettre en place une habitude, c'est-à-dire un comportement régulier qui va s'installer dans le temps et qui va travailler de facto parce que je suis ce que je fais bien souvent, c'est en voyant ce que je fais de ma journée qu'on peut déterminer qui je suis, beaucoup plus que si on me le demande. C'est qu'en fin de compte, il faut, des choses qui soient faisables et qui soient faciles à déclencher. Et là, je reviens avec le déclencheur, parce que le déclencheur est important aussi bien dans la petite attitude au quotidien. Je ferai mon quart d'heure de méditation dès que je me lève. Dès que j'ai mis un pied sur le sol, je vais directement sur mon banc ou mon coussin de méditation, par exemple. Donc, définir des déclencheurs qui vont diminuer. Et je n'ai pas terminé ce que je disais, c'est que ce n'est pas une question de volonté et ce n'est pas une question de motivation. Parce que tout ce qu'il raconte, et Cal Newport le dit aussi, la volonté est une quantité limitée qu'on a sur la journée. Alors, s'il faut déjà faire des efforts de volonté à ce niveau-là, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir tenir la journée complète. Et c'est pour ça qu'eux travaillent sur les changements incrémentaux, c'est-à-dire le tout petit geste. Commencer par la petite minute de respiration, puis les 2 minutes quand ça marche, puis les 3 minutes, etc. C'est-à-dire, en fait, se donner les moyens en faisant une action au quotidien qui est petite. Mais cette action petite, néanmoins, elle a un effet, elle a une connexion avec l'intention plus vaste. Et si je ne fais pas les connexions, ben, il y a quelque chose qui va déraper. Je vais rester au niveau de l'idée et que je ne vais jamais appliquer. Ou bien je vais descendre en faisant quelque chose qui va être tout feu, tout flamme, mais que je ne vais pas pouvoir tenir dans le temps, pas plus que 2-3 jours. Ça, c'est la question des moyens. Étant entendu qu'on a vérifié que c'était écologique, c'est-à-dire, en fin de compte, si je suis pris du cœur et que je vais commencer à faire du spinning dans une salle, ce n'est pas sûr que c'est une bonne idée. Je vous laisse le micro. Pour moi, l'écologie, elle est plus subtile que ça. C'est-à-dire qu'il y a l'écologie des moyens, effectivement, mais il y a aussi l'écologie de l'état présent et de l'état désiré. Et tant que ça n'a pas été exploré, et notamment les inconvénients à changer ou les avantages à rester dans la situation, si ça n'a pas été pris en compte, pour moi, le changement, il sera éphémère ou il tiendra. Enfin, euh, et, et pour qu'il y ait changement, il y a cette écologie à prendre en compte, mais en plus de l'écologie des moyens. Ouais. Tu me fais penser, Caroline, je m'étais posé la question, quand j'avais posé la question sur le groupe pénéliste, et ça ferait quoi de faire une core transformation avec l'état désiré de la bonne résolution, du style, et quand tu auras ça, qu'est-ce que tu auras, et quand tu auras ça, qu'est-ce que tu auras, etc. Et puis tu arrives à cet état où tu vérifies si ça te convient, et puis tu reviens éventuellement. Le risque, je trouvais, c'est que ah ben ça va, j'ai pas besoin de ça puisque je reviens avec l'état essentiel, donc je reviens dans le présent et j'ai plus de tension pour la motivation. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça la transformation, hein? C'est-à-dire je suis frustré de ne pas avoir quelque chose, je vais voir, et quand tu obtiendras ça, tu auras quoi, et puis quoi, et puis quoi, et puis tu arrives à l'état essentiel, et puis on redescend en disant, et maintenant que tu as l'état essentiel et qu'on redescend à l'état présent, tout d'un coup, tu dis, ben, tout compte fait, c'est vrai que je n'ai pas besoin de me remuer, quoi. Oui. Donc, j'avais essayé ça et je n'avais pas trouvé ça très convaincant pour les bonnes résolutions. Mais c'était un peu une sorte de vérification d'écologie sur l'état désiré. Tiens, quand j'aurais perdu mes 10 kilos, quand j'aurais fait du sport tous les jours, ou que j'aurais fait mon marathon, par exemple, oui, qu'est-ce que j'aurais avec ça? C'était ta question. Peut-être que la réflexion sur les états essentiels, peut-être qu'effectivement, ça peut apporter une démobilisation
Ce que je pense, c'est que s'il y a une escalade sur, non pas sur les états, mais sur ce qui est important. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est-à-dire les valeurs. Je ne sais pas exactement comment ça se traduit en français. Je crois que c'est ce qu'on appelle les valeurs finales et les valeurs instrumentales. Ça existe ça en France? End value and mean value. Les moyens, enfin, les valeurs qui sont liées à l'objectif, les valeurs finales et les valeurs qui sont liées aux moyens qu'on met en œuvre, les valeurs instrumentales. Et oui, si tu fais une escalade dans tes valeurs de qu'est-ce qu'il y a d'important pour toi, ce qu'il y a un protocole qui peut être assez proche de Core Transformation, on peut éviter cet écueil-là de revenir en se disant finalement, ouais, je m'en fiche parce que tout baigne. On peut éviter cet écueil parce que peut-être qu'on peut se centrer sur le qu'est-ce que je veux vraiment obtenir et de quoi j'ai besoin pour l'obtenir. Et est-ce que ma résolution elle est liée à quelque chose qui est de l'ordre de end value, je l'ai dit tout à l'heure, de ma valeur finale, ou est-ce que c'est quelque chose qui est lié à des valeurs instrumentales? Parce que si tu fais un processus de core transformation sur des valeurs instrumentales, eh ben, effectivement, tu vas voir qu'elles ne servent à rien, tes valeurs instrumentales, parce qu'elles ne servent pas à quelque chose de final. Si par contre, tu fais un processus de core transformation sur une valeur qui va être finale, à mon avis, le résultat n'est pas nécessairement un abandon. Et peut-être que même que ça peut montrer que ce qui est important, c'est effectivement ce qu'on veut faire. Le truc, c'est que souvent, une bonne résolution, elle n'est pas liée à une valeur finale, elle est liée à une valeur instrumentale. L'exemple de perdre du poids, par exemple, c'est pas forcément lié à une valeur instrumentale même. On peut dire perdre du poids, c'est bien parce que je veux être jeune et beau. Je veux être en bonne santé. Et puis, quand on fait core transformation là-dessus, à la fin, on s'aperçoit que c'est des valeurs instrumentales et elles vanishent, elles se vaporisent dans l'atmosphère exactement comme tu dis. Mais si tu fais ça sur quelque chose qui est important, à mon avis, ça ne va pas se diffuser dans la nature. Enfin, c'est ce que je crois. Hein. Réaction. J'ai une question quand même. Vous étudiez ça, valeur end value and mean value, vous l'étudiez en Europe ou pas? On parle de métaprogramme final ou instrumental, motivation ou métaprogramme en fait. Moi, j'avais appris comme ça, l'instrumental et le final. Okay. Mais pas dans les valeurs, mais pourquoi pas. En fait, c'est vraiment ce qu'il y a d'important pour moi. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est final, est-ce que c'est instrumental. C'est un truc qu'on retrouve pas mal en psycho en général d'ailleurs. Juste que je ne suis pas très sûr que les mots français que j'ai mis, ça soit les bons parce que and, mean, and, ouais, mais c'est pas mal. Analysis, c'est pas mal. Mean and analysis en français. C'est pas mal. Et t'entends quoi par valeur instrumentale alors? Parce que moi, je ne connais pas. Ben, c'est important pour moi d'être beau. Est-ce que c'est quelque chose qui est final? Est-ce que c'est vraiment mon objectif ou est-ce que c'est un moyen? Est-ce que c'est lié à un moyen? Parce que si je veux être beau, c'est pour te séduire toi. Et si on réfléchit un petit peu, séduire, est-ce que c'est une valeur importante pour moi d'être séduisant ou est-ce que c'est qu'un moyen que je mets en œuvre pour obtenir autre chose? Donc, est-ce que c'est un instrument ou est-ce que c'est un instrument ou est-ce que c'est vraiment une finalité? Et souvent, on confond l'instrument avec la finalité. Par exemple, moi, je suis un mec vachement riche, j'aime le pognon, je cours après le pognon, je roule en Ferrari et c'est super important pour moi d'avoir du pognon et d'être très riche. D'ailleurs, je joue en bourse à longueur de journée et je peux confondre. La valeur argent est très importante et je peux confondre. Est-ce que la valeur argent, c'est l'argent, c'est un instrument ou est-ce que c'est une finalité? Pour certains, j'ai un peu du mal à dire ce que je dis parce que ce n'est pas tout à fait moi, mais pour certains, je suis sûr que l'argent devient une finalité en soi. Alors que pour moi, c'est un instrument. J'en ai pas assez de cet instrument, comme tout le monde, mais c'est qu'un instrument. D'ailleurs, quand je donne 1000 balles à un copain, enfin 1000 balles, ça fait l'équivalent de 10 euros.
quand je donne 1000 balles à un copain, je m'en fiche, quoi. J'ai donné 1000 balles, j'ai donné 1000 balles. Et par contre, c'est important que le copain soit heureux. Et ça, je sais pas, enfin, je sais pas si c'est final, mais en tout cas, c'est plus important que le moyen qui est le billet de 1000 que je viens de lui filer. C'est intéressant parce que ça introduit pas mal de nuances sur cette notion de bonne résolution liée à cette notion de valeur qui devient maintenant soit finale, soit instrumentale, qui va se traduire après dans des comportements. Et j'avais aussi quelque part lu, je ne sais plus si c'était sur les valeurs aussi, une distinction entre les valeurs qu'on vit, qu'on incarne, et les valeurs qu'on défend, celles qu'on affiche, celles qu'on voudrait quelque part, qui ne sont pas nécessairement associées à mon comportement en réalité. Et c'est pas final, c'est pas la même distinction que instrumental et final, mais ça peut faire qu'effectivement, je respecte pas mon écologie personnelle parce qu'en fin de compte, cette valeur que je voudrais ne me correspond pas du tout, d'une manière ou d'une autre. Ce sont les valeurs affichées, ce qu'on disait en valeurs affichées ou les valeurs profondes, quoi. C'est ça, il y a différents termes même. Ouais. Qu'est-ce qu'il en pense, Olivier? Il est tellement pensif. Non, on t'entend toujours pas. Micro. On t'entend toujours pas. Olivier, tu dois débrancher brancher ton micro plutôt. Oui, oui, moi je confirme et ça me va très bien parce que c'est un peu ce que enfin, dans l'objectif de résultat et l'objectif de moyen, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où je me fixe des objectifs de résultat et que je ne vois pas les moyens que je vais mettre en place, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de résolutions qui n'arrivent pas à terme parce que on se fixe des objectifs, enfin, on se fixe. Certaines personnes se fixent des objectifs de résultats sans travailler sur le chemin par lequel elles vont y arriver, donc c'est-à-dire ne pas se mettre d'objectifs de moyens. Et c'est là, pour moi, c'est important le différentiel entre, c'est ce que dit Damien, entre le final et l'instrumental. Pour moi, c'est le résultat et le moyen. Donc, je suis complètement en phase là-dessus. Oui. Il y a Angélique qui s'est endormie. Hein, et ça reprend d'ailleurs ce que disait Damien tout à l'heure par rapport à la lune et le doigt, quoi. C'est un peu la même chose. Ouais. Et peut-être que le protocole à mettre en place, là, justement, c'est commencer par définir une place pour ces objectifs de résultat. Ah oui. Oui, mais si on fait un tout petit récapitulatif de ce que j'avais retenu et noté, je dirais quelque part, ça commence par un bilan, qu'il soit conscient ou inconscient, avec une insatisfaction vers quelque chose vers lequel je veux tendre. Parce que si je suis dans la plénitude absolue, je pense qu'il n'y a rien qui démarre. Donc, il faut un minimum de position méta. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je devrais faire? Que je voudrais faire? Enfin, laisser émerger d'une certaine manière. Il se fait qu'ici, il y a un phénomène social, culturel qui est la date de déclencheur, qui va faire qu'on la saisit ou on ne la saisit pas. On la rejette parce qu'elle ne correspond pas à la saison, elle ne correspond pas à la périodicité. Il faudrait plutôt un objectif à 90 jours ou 90 pour vous, si vous voulez, plutôt qu'à 365. Il n'empêche, je peux utiliser ça comme parade à toute éventualité de procrastination en disant ben voilà, le 1er janvier, c'est le 1er janvier. Quoi. C'est pas je commence lundi, c'est je commence lundi 10, par exemple. D'accord? Pour moi, c'est déjà. Donc, on a ce bilan, on a cette insatisfaction ou cette différence état présent, état désiré qu'on veut combler. La date comme déclencheur du processus. Maintenant, processus de quoi? Une stratégie qui est effectivement, comme j'ai entendu là, et vous me corrigez si j'ai oublié des choses, en fait, une résolution qui est en fait une valeur que je vais concrétiser. Reste à savoir si cette valeur
d'abord c'est la mienne, ça correspond à mes avantages, bénéfices secondaires, etc., tout résolu au niveau de l'écologie, mais avec une valeur finale vérifiée qu'on a éventuellement traduit en valeur, on va dire instrumentale. J'aime bien ça, je ne connaissais pas non plus, mais je trouve que c'est intéressant, valeur instrumentale. Et puis, à partir de cette valeur instrumentale, je vais pouvoir redescendre dans un comportement beaucoup plus équivalence concrète du comportement pour lequel je vais de nouveau redéclencher la même stratégie, une stratégie de déclencheur, une stratégie de motivation. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je le fais ou pourquoi je ne le fais pas? Est-ce que c'est facile à faire ou est-ce que ce n'est pas facile à faire? Et c'est là que je voudrais maintenant enchaîner sur ça. Imaginez que vous avez trouvé la bonne résolution qui décape. Vous l'avez vérifiée en termes d'écologie. Elle est suffisamment vaste et vous avez pu la traduire en un comportement qui est du genre je vais manger sain, je vais manger des légumes, ou je vais parler à mes enfants, ou je vais faire du sport. Ben, vous avez trouvé ce qui vous correspond parfaitement. Tout est clair. C'est clair que vous commencez le 1er janvier parce que vous avez accepté d'utiliser le déclencheur. Et malgré tout, vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce que je dois faire? Si même je veux accompagner une personne qui est dans ce stade-là, on a tout vérifié, tout est parfait, tout est nickel. Et malgré tout, elle n'arrive pas à le faire. Quels éléments sur lesquels je vais pouvoir jouer ou je pourrais identifier? On est dans un cas théorique, hein, donc tout est permis au niveau imagination. Qu'est-ce qui va faire ou sur quoi je pourrais jouer en tant que coach pour accompagner la personne, étant entendu que tout ce qu'on a discuté avant a été réglé et clarifié, et ça s'est terminé par 10 minutes de méditation tous les jours, par exemple. Et je ne le fais quand même pas. Ou le client ne le fait quand même pas. Quels sont nos moyens d'action? À mon avis, la prise de distance par rapport au fait qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est quelque chose qui est important. De temps en temps, il y a certaines approches de thérapie qui disent, tiens, tu vas faire une prédiction sur quel est le pourcentage de chances que tu as demain d'échouer à changer ton habitude. C'est vache, hein, ça. C'est super intéressant. Un truc qui peut être intéressant, c'est de faire une prédiction sur qu'est-ce que tu as comme chance d'échouer demain. Le fait de faire cette prédiction, c'est un peu paradoxal, mais ça va m'obliger à comprendre quels sont les leviers qui me permettent d'échouer à réussir, ou plus exactement de réussir à échouer. Parce que pour me poser cette prédiction-là, je suis bien obligé de... C'est un petit peu comme dans le bouquin « Comment réussir à échouer ». Je suis bien obligé d'analyser sur les facteurs qui maintiennent en fait cette mauvaise habitude que j'ai. Si je ne fais pas d'analyse sur les facteurs qui me permettent de maintenir cette mauvaise habitude d'une manière concrète et comportementale, si j'en reste à un niveau purement analytique, en faisant une réflexion sur l'écologie depuis un canapé, mais sans me plonger réellement dans la problématique, je risque fort d'échouer à voir ce qui cause que j'ai, je sais pas, cette compulsion à manger, à me servir trop de bière, à manger trop de pâtes. Mais je peux ne pas réfléchir à ces compulsions. Je vais prendre un exemple très précis. C'est un gars qui picole trop parce qu'en fait, il a ce qu'on appelle un trouble du déficit de l'hyperactivité et de l'attention. Et les gens qui ont ça, souvent, ils ont une tendance à trop picoler. Et il picolait tellement qu'il s'est fait virer de la boîte où il était, mais il veut y retourner. Et la boîte où il était a envie de le reprendre. Mais le problème, c'est que c'est un site hautement sécurisé. On n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de se droguer. Et le gars a pris une résolution qui n'était pas une résolution de nouvelle année, mais c'était une résolution d'arrêter de picoler. Il est pas vieux, hein, il a 35 ans, donc il a encore quelques années à passer devant lui. Et le fait de trop picoler le soir, des fois, il arrivait le matin au portail de l'usine, il soufflait dans le machin et boum, il était positif. En plus, les outils pour mesurer l'alcool sont assez sensibles parce qu'il y a une cliente à moi de l'usine
qui est responsable ressources humaines, elle se parfume juste en sortant de la bagnole, elle souffle dans le machin, paf, positive. Après ça, quand elle souffle dans l'appareil qui est à l'intérieur de la guérite de la Sécu, effectivement, c'est les mêmes appareils que la police. Donc là, on s'aperçoit qu'elle n'a pas d'alcool dans le sang, c'est bien à l'extérieur. Mais ce gars-là, donc, il prend la résolution de ne plus boire. Et la question, c'est de comment faire pour arrêter de boire quand tu es hyperactif et que le fait de boire, ça t'enlève cette putain d'anxiété que tu as du fait de ton trouble neurologique. Et il a utilisé cette prédiction de quelle est la probabilité que j'ai dans 20 minutes d'échouer à passer le cap. Et ça lui a amené à prendre conscience, en fait, le pic de boisson par rapport au pic de tabac, quand on se désapproche de l'alcool, c'est que le pic de boisson est plus long, donc c'est un peu plus chiant parce qu'il faut le tenir plus longtemps, ce pic-là. Pour lui, c'était 20 minutes. Et ça lui permettait de voir toutes les choses qui pouvaient l'amener dans la cuisine à se servir du rhum ou une bière. C'est un bon travail sur l'écologie parce que quand il était dans le canapé de son psy, il disait ben, il suffit que je fasse autre chose pour ne pas boire. Mais quand il était chez lui, qu'il faisait sa prédiction, il était réellement dans la perspective de devoir lutter pendant 20 minutes pour ne pas prendre son verre d'alcool. Je ne sais pas si mon exemple, il parle. C'est un truc que Milton Erickson faisait aussi. Hein. Quoi, boire? Non, oui, ça m'évoque effectivement, pour revenir à, c'est un autre de nouveau, je reviens avec ces histoires d'habitude parce que je trouvais que c'était particulièrement éclairant. Si bien sûr ces boissons sont dans le frigo et qu'il est juste dans le sofa, juste à côté du frigo, ben, probablement que la tentation va être plus difficile à résister parce que les circonstances des déclencheurs externes, en tout cas potentiels, ce qui va lui éveiller le désir en plus du désir éventuel physiologique, ça je n'y connais rien, va favoriser les choses. Donc, c'est ce qu'ils prescrivent dans les notions d'habitude, c'est de dire, tiens, ben voilà, rendez plus visible le déclencheur du comportement nouveau et rendez plus compliqué le déclencheur du comportement ancien pour autant que ce soit possible. C'est-à-dire, s'il devait courir 2 km pour aller chercher une pinte pour assouvir cette envie, probablement qu'il le ferait moins. Et en même temps, il ferait du sport et la pinte, il aurait peut-être mérité. Mais donc, si on met le déclencheur... Imagine ce qui se passe si d'un seul coup, ton gars, il fait ses 2 km pour aller chercher sa bière. Il va faire plus d'efforts et il va avoir sa récompense. Au final, c'est sa bière. Et parfois, quand on met plus de distance entre le comportement non désiré et soi, on renforce l'habitude non désirée, simplement parce que si jamais on fait cet effort supplémentaire pour atteindre le comportement non désiré, alors on rentre dans une escalade d'engagement. J'ai jamais entendu, mais ça m'a l'air plausible. L'escalade d'engagement, c'est quand tu attends le bus, comment on dit, le bus, le bus en français, ouais, tu attends le bus et tu es en ville, tu attends le bus a un quart d'heure de retard. Et tu refais l'effort d'attendre encore un quart d'heure de plus pour attendre ce putain de bus. Et ça fait une demi-heure que tu attends et tu dis au point où j'en suis, il va bien finir par passer et tu finis par attendre 1 heure. C'est ce qu'on appelle l'escalade d'engagement. Il aurait été beaucoup plus intelligent de ne pas attendre aussi longtemps. Et en général, c'est parce que tu as déjà investi sur un certain truc qui t'a coûté que tu vas maintenir le comportement non désiré. On l'a pour attendre le bus, mais on l'a également sur les personnes qui campent sur leur colère, les personnes qui continuent à faire quelque chose qui n'est pas bon pour eux, simplement parce qu'ils ont déjà investi et que comme ils ont déjà investi, ils n'ont pas envie de perdre leur investissement. C'est comme ça que les gens jouent à l'argent. Il y a plein de choses comme ça. Et donc, quand on a une habitude sur un comportement qui est non désiré, s'il y a le moindre problème addictif possible et attendre le bus, c'est un comportement addictif quand on y réfléchit bien, eh ben, mettre de la distance supplémentaire, ça peut renforcer l'habitude à partir du moment où on a fait au moins une fois l'effort de parcourir toute cette distance et qu'on a eu la récompense au bout.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut choisir le nombre de kilomètres? Non, peut-être. Ça veut dire qu'en fait, la réflexion, le fait de mettre une distance n'est pas suffisant. Ouais. Je suis d'accord. Le réfléchir à comment on fait pour aller consommer sa bière malgré le fait qu'il y ait 2 kilomètres de plus, ça va être beaucoup plus payant que de mettre encore 2 kilomètres de plus par rapport aux 2 kilomètres de plus que je viens de mettre. Ouais. Et là, tu induis cette notion. Je ne sais pas si vous avez appris ça dans vos formations PNL. Moi, on appelait ça le chaining. Je ne sais pas si vous. Donc, en fait, on utilise le déclencheur du comportement non désiré pour enchaîner une stratégie qui est désirée. Donc, de dire, tiens, mais voilà, à chaque fois que j'aurai cette image de cette bière que je vais décapsuler, eh bien, je vais construire une représentation différente et puis je vais partir dans une autre stratégie VACO qui va me faire visualiser, peut-être me rappeler ou visualiser la réussite, visualiser ce que j'ai anticipé ou préparé. Oui, un bon training, par exemple, pour réduire ma consommation de bière, il suffit que je m'imagine en train de décapsuler une des nouvelles Duvel qui sont vendues actuellement avec des étiquettes de toutes les couleurs qui n'ont rien à voir avec une vraie Duvel et il n'y a même pas de levure au fond. Et là, ça va ralentir ma consommation de bière et effectivement, je vais peut-être me servir un verre d'eau parce que les nouvelles Duvel sont dégueulasses et effectivement, le training peut marcher. Ouais. Qu'est-ce qui vous vient d'autre par rapport à ces petits, je dirais, on est descendu vraiment au niveau presque micro, hein, mais c'est quand même important. Voilà. On est au niveau comportemental pur et dur, ouais. Assez, hein. Ouais, c'est peut-être se donner des autorisations ou prescrire comme prescrire le symptôme, mélanger un petit peu les deux choses, c'est-à-dire le gars qui doit boire, c'est s'autoriser à boire de telle heure à telle heure, sachant que de telle heure à telle heure, il a peut-être autre chose qui est très important pour lui à faire. Et en fait, le mettre dans un truc qui va lui obliger de rechoisir quelque chose qui est important pour lui. Je sais pas, là, j'ai pas d'exemple précis, mais je vois bien le gars. Souvent, je dis, tu n'arrives pas à faire ça, mais tu peux t'autoriser à le faire, mais de telle heure à telle heure, ou tu peux t'autoriser à le faire. Et sauf qu'il me dit souvent, mais de telle heure à telle heure, c'est pas possible parce que je dis, ben là, il va falloir que tu choisisses. Comment tu pourrais choisir autrement, voilà. On pourrait peut-être aller dans un truc dans ce style. Je pense que si ça vous parle, ce que je dis, ouais, mélanger un petit peu ce syndrome, prescrire le syndrome et les autorisations en même temps, les permissions. Voilà, c'est ça, les permissions. Quoique c'est peut-être en analyse transactionnelle, tout ça. C'est pas en PNL. Je ne me souviens plus. Je mélange un peu les deux. Voilà, je sais pas, je suis en train de penser à un truc comme ça qui me vient. Il y a aussi une dimension qui me paraît importante, et c'est pas parce qu'elle est de l'autre côté de la chaîne, mais elle est aussi importante. C'est, comment est-ce qu'on dit, même en français? Celebrate, enfin célébrer. La récompense, amplifier les moments de réussite et pas d'en faire un moment, c'est banal, c'est jamais que ma résolution, quoi. Non, c'est chaque fois que je vais le faire, ça va être une victoire et je vais la prendre comme telle et je vais l'amplifier comme telle de manière à ce que j'ai cet appel sur un plan émotionnel la prochaine fois que je vais devoir le faire. Mais est-ce que ça, on n'a pas déjà mis justement, en général, on a tendance à le mettre déjà dans la résolution d'un objectif, résolution d'un objectif d'un problème pour un client, justement de faire chaque fois, de célébrer chaque fois ces petites réussites. Donc, on a déjà mis ça dans l'exercice que tu nous donnes à faire, pour moi. Si on a déjà mis ça et qu'il n'y arrive pas quand même, qu'est-ce qu'on fait?
J'imagine, Damien va peut-être me contredire, mais ce fameux gars qui a ce problème de boisson et d'attention, j'imagine qu'il est hyper motivé à rejoindre son boulot quand même. Donc, je dirais, on va pouvoir jouer sur ce levier-là, je dirais, pour augmenter, je dirais, la qualité ou l'intensité émotionnelle de la stratégie de réussite quand ça fonctionne. C'est bien sûr c'est pas la panacée, hein, mais c'est pour éviter effectivement on ne se focalise que sur les échecs, qu'on se focalise que sur, oui, mais de toute façon, parce qu'on n'a pas encore parlé des croyances, mais je pense que les croyances aussi ont beaucoup d'importance. Si la personne qui a un problème, comme Damien l'a cité, est toujours convaincue, oui, mais moi, je suis un alcoolique, ben, c'est mal barre quoi, au niveau du travail, quoi. Sauf à mettre des heures, comme toi tu le suggères, Michel. Mais on n'a pas parlé des niveaux de croyance, mais c'est sûr qu'on a parlé de l'intention, on a descendu à l'équivalence concrète, on a vérifié l'écologie. Peut-être qu'on ne l'a pas bien vérifié parce qu'au niveau existentiel, au niveau de l'identité, je suis un alcoolique, alors c'est foutu, quoi. Enfin, c'est compliqué en tout cas. Et la probabilité de rechute est bien sûr nettement plus grande, quoi. On n'a pas parlé des croyances, mais ça peut être des croyances où c'est pas pour moi. Après, ça peut être utilisé les iOS, C'est quoi ça? les interventions orientées solutions. Mon Dieu, que c'est joli. C'est joli, hein? Non, mais c'est quand est-ce que ça a fonctionné? C'est-à-dire, là, je veux m'arrêter de boire, j'y arrive pas, ça fonctionne pas, etc. Et quand est-ce que ça a fonctionné? Et c'est-à-dire qu'on laisse pas d'opportunité à la pensée d'imaginer on imagine qu'une fois ça a forcément fonctionné. Donc, quand est-ce que ça a fonctionné? Aller rechercher les ressources qui ont été mises en œuvre à ce moment-là, qui ont fait que ça a fonctionné, prendre conscience de ces ressources et les réutiliser. Alors, ça peut être dans un autre contexte, dans un autre, mais donc c'est les interventions orientées solutions. Mhm. Ça a fonctionné quand je dormais entre 2 heures et 3 heures du matin. Je n'ai rien bu. Et en fait, les questions, c'est qu'est-ce qui a permis ça à ce moment-là? Qu'est-ce qui a permis ça et qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que les autres voient? Et en fait, c'est une prise de conscience. Mhm. Mais ça, on l'a déjà travaillé dans l'objectif. Puisqu'on arrive à la fin que tout est OK, on parle d'avoir déjà tout fait. Ça, en principe, on l'a déjà fait. Enfin, en principe de ce que nous a donné comme problème. Là, on l'a déjà tout fait, tu vois. Donc, on a fait l'écologie, on a vu ce que ça permettait. Par contre, c'est vrai que si ça touche à l'identité, je suis alcoolique. Là, c'est tout un autre travail sur les croyances et sur voir un petit peu qu'est-ce qu'il est d'autre quoi que ça. Mais ça, on l'a peut-être pas fait dans le travail. La question tout à l'heure de Christian, c'était, OK, il y a quelqu'un qui a pris une résolution, puis en fait, la résolution ne tient pas, et puis on est parti sur l'alcool. Et là, on parle de croyances et d'identité par rapport à l'alcool, ainsi que d'habitude. Je me rappelle, là, il y a le prix, il y a quelqu'un qui a eu le prix Robert Debré, par exemple, sur l'alcool et sur l'alcoolisme. Et cette personne, elle s'appelle Françoise Anceau. Et Françoise, ce qu'elle a démontré dans son travail de recherche, c'est que les représentations qu'ont les alcooliques par rapport à l'alcool et à eux-mêmes sont les mêmes représentations qu'ont les abstinents chroniques par rapport à l'alcool et par rapport à eux-mêmes. C'est intéressant parce que parfois les leviers de la réussite et de l'échec sont les mêmes quand on travaille au niveau de l'identité et des valeurs. Et donc,
quelquefois, on n'a pas intérêt à changer les croyances, les valeurs et l'identité. Il y a simplement qu'il faut trouver comment ça fonctionne et comment mettre en œuvre la solution pour que ça fonctionne bien. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'alcoolisme. Peut-être j'aime bien la bière, hein, donc je pourrais plus parler de la bière que de l'alcoolisme. Et encore, je suis sûr que je n'ai pas la moitié de la culture d'un vrai Belge. Mais encore que je peux au moins la fabriquer, je ne fais pas que la boire. Mais si la personne est en échec, si on travaille sur ses représentations internes, souvent, le boulot de Françoise m'a vachement fait réfléchir parce que juste c'était ma patronne quand je faisais mes études. Et donc, évidemment, comme c'était une amie, que c'était ma chef et tout, ça, et puis que j'aime bien picoler aussi de temps en temps, quand je fais la fête, je fais la fête. C'était intéressant, je m'y suis pas mal intéressé. Ce que ça m'a appris, ce que ça m'a permis de transférer à la PNL, c'est que souvent, on fait un travail sur l'identité, on fait un travail sur les valeurs, mais on ne s'est pas assuré avant de quel est le rôle positif et négatif que l'identité et les valeurs peuvent avoir sur le comportement. Et on fait souvent l'impasse sur se poser la question, mais comment ça marche? On dit, ah, c'est parce qu'il y a telle et telle valeur que ça donne ceci ou cela, mais comment ça marche? Les mêmes causes peuvent donner des effets qui sont très différents. Par exemple, mon frère est un bandit, moi je suis un pasteur. Et quand quand le psy a demandé à mon frère, mais pourquoi tu es un bandit? Mon frère a répondu, mais c'est parce que mon père était un bandit. Et il avait épousé ma mère qui faisait le plus vieux métier du monde. Et quand on remonte comme ça dans la psychogénéalogie, on s'aperçoit que mon arrière-grand-père, mon grand-père, ils étaient tous des bandits, enfin celui de mon frère. Et, euh, et le psy dit, ah oui, c'est une bonne raison pour devenir un bandit. Et puis moi, quand le même psycho me dit, mais pourquoi tu es devenu pasteur? Je raconte la même histoire. Et puis il me dit, ah oui, effectivement, c'est une bonne raison. Et puis un jour, le psycho était en train de tourner les brochettes avec un pote ici à la maison. Le pote, lui, c'est un petit chef d'entreprise qui a bien réussi sa vie. Il n'est ni pasteur ni bandit. Et pour les mêmes raisons, c'est devenu un petit chef d'entreprise équilibré qui a des enfants et une petite famille qui marche bien. Les mêmes causes peuvent produire des effets qui sont radicalement différents, l'histoire, les causes, l'image, les valeurs, etc. Et des fois, on ne se demande pas assez comment ça marche tout ça. Punaise, je suis passé de alcoolique à pasteur. Ok. Bon, je pense on arrive au bout de tous les cas et je voulais simplement faire un tour d'écran et voir un petit peu ce que vous avez pensé de ce qu'on a fait ce soir. Et est-ce que éventuellement ça a de la pertinence pour certains éléments dans votre pratique ou votre réflexion tout simplement, ou simplement pour appliquer les fameuses résolutions que vous avez normalement notées sur une petite feuille quelque part. Vous avez le droit. J'ai dit obligation? Non, non, non. Le droit de parler. Tous. Toutes. Ou alors, je vais désigner, et alors la personne qui est désignée va désigner quelqu'un d'autre. Comme ça sera très spontané, j'adore. Alors, je vais commencer par Caroline qui a bougé. Super, ton tableau, ta prise de notes, là, synthétique. Fait ce qu'on peut. Où il y a de la place. Ouais, c'est bien. C'est très, très intéressant. J'aime bien ce système où chacun échange et ajoute justement où tu synthétises sur ce tableau blanc. C'est intéressant, très, très intéressant et ça fait revoir aussi certaines notions de PNL qu'on peut ne plus trop utiliser. Donc, c'est intéressant. Ça. Voilà. Je passe la main à Damien. Voilà. C'est cool le pouvoir, hein, Caroline? Cool. Le travail qu'on a fait là, il est bien parce qu'en fait, il a ratissé super large. Quand on parle de core transformation, c'est
ça m'a rappelé qu'effectivement, c'est le gros bug de l'approche quand on l'a fait d'une manière un peu trop naïve. Et toute la partie de discussion qu'on avait au début là, sur qu'est-ce que c'est qu'une résolution, une intention, c'était un peu chiant tes questions là, Christian. Et enfin, je dis les tiennes parce qu'en fait, c'est juste parce que parce que je peux te dire que tu es chiant. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont posé des questions chiantes. C'est des bons agaces neurones parce que sur le reste, après ça, on est un peu parti sur de la théorie. C'est intéressant, la théorie. Mais se reposer les questions, les bonnes petites questions à la con, mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, c'est quoi une intention, c'est, à mon avis, le cœur, il est un petit peu là. Aussi, la petite réflexion sur le fait que moi, en fait, est-ce qu'on peut monter ou descendre dans les niveaux logiques ou est-ce qu'on doit faire les deux? Dans quel ordre? Comment? Pourquoi? En le reliant à ces petits problèmes de terminologie, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, comme je n'ai pas la liste en face de moi, je vais dire Germaine. Ah oui, il n'y a pas de Germaine. C'est Angélique. Il n'y a pas de Germaine, mais je veux bien. Ah non, il y a une lettre en commun. C'est Ingrid. Voilà. Ben moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et ce que je vais mettre en place, c'est le déclencheur. Merci, Christian. Tu mettras une caméra aussi. Hein. Oui, oui. Mais j'ai besoin de mon chéri informaticien pour ça. Tu peux choisir quelqu'un. Et je choisis Angélique. Alors moi, je vais commencer par vous remercier parce que j'ai passé un chouette moment. J'avoue que le thème à la base ne m'intéressait pas trop. J'avais juste envie de faire de la PNL et l'heure me convenait bien. Donc merci d'avoir changé vos horaires aussi. Et voilà, sinon j'ai vraiment bien aimé discuter et sortir de cette pensée un peu que j'avais généralisante, résolution, objectif. Pour moi, c'était un peu la même chose. Et vous m'avez ouvert beaucoup d'horizons et vous m'avez donné quelques clés que je vais tester sûrement, oui, dont la stratégie Walt Disney pour rendre les intentions plus concrètes. J'ai trouvé vraiment ça chouette. Voilà. Donc, encore merci. Use de ton pouvoir, Angélique. Ah oui. Claire, allez. J'en étais sûre. Ah, tu vois. Oui, ben moi aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, je me suis rendu compte que depuis, cette semaine surtout, depuis la rentrée, je travaille avec mes élèves, parce que moi, ce sont des élèves, sur leurs bonnes résolutions et leurs objectifs scolaires. Et en fait, je trouve du coup que j'ai beaucoup trop survolé et que je vais rentrer dans les détails la prochaine fois que je les vois. Je vais décortiquer beaucoup plus, effectivement, surtout les déclencheurs du nouveau comportement, mais les déclencheurs limités, ceux des anciens comportements. Et puis aussi, pas mal la vérification, comment j'aurai atteint mes objectifs, quoi. Et voilà, et je vais le faire avec moi aussi, c'est clair. Donc, merci beaucoup. Et tu ajoutes qui? Qui reste-t-il? Je sais plus. C'est aussi un exercice de mémoire, hein, Claire. Ouais. Bon, il y a Pascal et Michel. Non, Michel a parlé. Je ne sais plus. Peut-être Pascal, ou Michel. Ou Olivier? Oui, Olivier, oui. Qui veut? Yes. Eh bien, merci pour une première. Moi, je suis très satisfait. Je trouve ça très sympa. Ça m'a bien plu. Bien plu dans la mesure où, effectivement, il y a différents aspects. Donc, comme disait Damien, je dirais pas chiante, mais plein de questions, effectivement, qui permettent de remuer un peu, d'aller chercher, d'aller fouiller et puis de confronter certaines choses ou au moins de mettre en perspective et d'aller gratter un peu. Ça fait toujours du bien.
Et puis de balayer aussi justement à l'issue de ce grattage et de ce qu'il en ressort, comment on peut mettre ça en place avec les différents aspects, les différents outils, les différents protocoles effectivement de la PNL. Et je trouve que c'est sympa d'aller un peu rebalayer tout ça et puis d'en mettre en perspective comment on peut tricoter avec ça, comment on peut construire des choses et comment on peut mettre en place, alors soit pour soi, soit pour les gens qu'on accompagne ou en formation, effectivement, comme dit Claire, parce que j'interviens moi, dans un centre de formation pour apprentis où il y a un peu du boulot aussi sur les objectifs, ne serait-ce qu'à très très court terme. Donc il y a plein d'outils, effectivement, qui peuvent être... et que j'avais peut-être un peu survolé aussi et pas abordé de façon aussi structurée. Et du coup, ça m'a fait du bien. Merci à tout le monde. Et je vais donner la parole là, à Pascal. Eh bien, merci. Moi, je suis un peu gênée parce que je ne suis pas encore formée en PNL. Donc, je vais essayer d'attraper tout ce que je peux attraper et je vais être formée à la fin du mois. Voilà. Du coup, moi, j'aime bien justement, effectivement, parce que y a plein de choses que j'ai déjà lues à gauche, à droite, et puis ça me remet un petit peu tout ça en tête. Et j'étais partie cette année pour dire que je prenais pas de résolution. Et puis je me dis que finalement, si, je vais en prendre quand même. Et je vais... j'ai bien aimé la pyramide avec les niveaux logiques. Ça m'a beaucoup parlé. Moi, j'ai aussi beaucoup à réfléchir autour du temps, c'est-à-dire les objectifs, mais sur combien de temps, sur combien de... ça, je trouve. Puis je suis éducatrice spécialisée et je trouve que dans mon travail, le temps, c'est tellement important parce qu'on n'a pas du tout tous le même rapport au temps et pour le coup, je trouve que c'est très, très important dans les objectifs qu'on se fixe, hein, le temps. Écoutez, j'ai de nouveau passé une très belle soirée. Je vous remercie. Michel, je ne sais pas si tu t'avais exprimé. Oui, hein, vas-y. Hein. Il n'y a plus beaucoup de choix pour Pascal. Hein. Moi, je suis arrivée très en retard. Mon groupe était aux 2/3 à cause du Covid. Donc, ça s'est terminé très tôt, ma répétition. Et donc, excusez-moi déjà d'être arrivée si tard. Donc, je n'ai pas tout suivi au début. Vous avez dû parler de déclencheur et ça m'intéressait bien. Je vous remercie. Tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on a dit ce soir a été intéressant. Je vais retenir le chaining parce que je ne le connaissais pas et je vais voir ce que c'est. Peut-être ça m'aidera à justement trouver des vrais déclencheurs. Parce que moi, les déclencheurs, je m'en mets pour moi personnellement et des fois, je ne les tiens pas très bien. Voilà. Je n'ai pas pris de résolution cette année, mais je me suis posé quelques intentions. Voilà. Je me suis posé des intentions et je me lève le matin en me disant ce que je vais faire aujourd'hui, est-ce que ça va dans mes intentions. Voilà. Et donc, je me fixe des mini-objectifs par jour. C'est la façon dont j'ai décidé de faire cette année. On verra si j'arrive à tenir. Je vous dirai à la fin de l'année. Je vous remercie tous. Et puis voilà, c'était chouette comme d'habitude. C'est toujours bien d'être avec vous et merci. Merci Michel. Je vais juste ajouter deux choses. Il y a à peu près 20 ans, peut-être même plus, j'avais pris comme bonne résolution, j'ai lu des bouquins sur la PNL pendant 5 ans. Maintenant, j'en ai marre. Je vais faire la formation. Je regarde dans le calendrier. On était mercredi et ça commençait le samedi matin. Bon, j'avais des gosses en bas âge, etc. Et j'avais rencontré à ce moment-là Alain Thierry. Et je lui dis, j'ai pris une super résolution, je commence la PNL cette année, mais le problème, c'est que la dernière formation de base commence samedi. Il m'a dit, et qu'est-ce qui t'empêche de commencer samedi? Et puis, je suis parti. Mais j'avais trouvé une superbe excuse pour ne rien faire par rapport à mes bonnes résolutions. Et cette question m'a vraiment mis KO. Je n'avais plus de choix. En fait, je me suis inscrit tout de suite. C'était des fax encore en ce temps-là. Donc, je suis encore tout esbaudi, comme on dit. Alors, je vous remercie beaucoup. C'était une expérience un petit peu intéressante. Non, hein, très intéressante, mais un petit peu aventureuse. Je ne savais pas où on allait aller.
Je vais juste ajouter, parce que je vais l'annoncer bientôt, que le 18, j'ai encore discuté, c'est avec Guillaume Ziegler, qui s'est spécialisé dans la spirale dynamique. Et je pense que ça va être absolument bien parce qu'on ne va pas se contenter de voir ce qu'est la spirale dynamique parce que ce sera un petit peu banal, entre guillemets, mais on va mettre l'accent sur les questions que ça pose de joindre une approche comme la PNL avec la spirale dynamique. Et vous verrez, et c'est ça que je trouve intéressant avec lui, c'est qu'il y a plus de questions que de réponses, mais les questions valent vraiment la peine d'être posées. Ça sera, je crois, le 18 janvier. Je n'ai plus la date en mémoire. C'est le 18 ou le 20. Mercredi? C'est à quel jour? Non, je pense que c'est un jeudi. Ah. C'est lui qui a choisi la date. Hein, donc, cool, je vais la bloquer. Le 20 alors? Là, j'ai un doute. Je vous le préciserai, mais ce n'est pas un mercredi, je suis quasi certain. Et ça sera un peu tôt, Damien, je suis désolé, mais je lui ai laissé le choix. J'étais déjà content qu'il accepte. Donc, j'avais demandé il y a quelques mois pour trouver des gens spirale dynamique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et on a eu une préparation entre-temps. Ça va être super intéressant. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée, une bonne journée pour Damien qui est à l'envers. Mais on ne lui en veut pas. Et bonne année à tous. Hein. Oui, une bonne année à vous tous. Bonne année. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Bonsoir. Au revoir, merci. Bonsoir. Voilà pour l'atelier. J'espère que ça vous a intéressé. Vous aurez constaté qu'en partant d'une expérience globale portant un nom abstrait comme bonne résolution de début d'année, nous pouvons identifier plusieurs angles d'attaque pour construire une stratégie que nous pourrons mettre en place pour des comportements nouveaux et pour nous aider dans notre cheminement personnel. C'est une belle illustration de ce que peut apporter la modélisation. Nous développons la compétence au cœur de la PNL qui est d'identifier la structure de l'expérience et plus spécifiquement des compétences que nous voulons acquérir. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à la lettre d'info dans l'atelier. La description contient le lien. Vous recevrez ainsi des informations sur ce domaine passionnant qu'est la modélisation. Allez, à bientôt.